Ok, bon, bien, bonjour à tous. Petit rituel de départ, hein, on va attendre que tout le monde se connecte. Et puis après, on va pouvoir démarrer. Voilà. Donc, on va attendre, ouais, que tout le monde se connecte. Donc, en attendant, toujours les mêmes, on va dire, petits conseils. Donc, n'hésitez pas à partager la page, la vidéo qui sera en rediffusion sur le site. Donc, je vous engage à le faire parce qu'il y a effectivement il y a des collègues qui sont déjà au travail, hein, enfin encore au travail. Donc, les informations qu'on va vous donner sont assez importantes. Donc, à partir de là, c'est quand même bien de pouvoir en échanger avec vos collègues. Donc vous likez la page, vous la partagez. Si vous avez après des questions plus précises, notamment sur la possibilité de monter une section dans votre magasin, vous n'hésitez pas, vous vous rapprochez de moi ou de personnes que vous connaissez sur le site et vous verrez que c'est assez facile à faire et que c'est assez important aussi pour l'information, la défense de vos collègues. Donc je vois que ça commence à se connecter. Donc bonjour Michel, bonjour Sylvain. J'en ai oublié plein au passage hein, pendant que je parlais, mais je vous salue tous. On va attendre encore un tout petit peu. Donc on va faire un petit point aujourd'hui par rapport au CSE central qui s'est passé cette semaine et donc aux informations qui en découlent et qui vous intéressent par rapport à ça. Donc j'attends encore un petit peu avant de faire le déroulé, qu'il y ait plus de personnes qui soient en contact. Hein. Salut Jiao, salut Julien. Allez, encore une petite minute. Hein. Le rituel, c'est 4 minutes pour que les gens se connectent. Et puis, salut Luc. Et puis après, on pourra démarrer ce petit live. Ok. Donc on va démarrer, puis après, s'il faut revenir sur certains éléments, j'y reviendrai. Donc, suite au CSO central qui s'est passé cette semaine, je vais vous parler, ça va être sur 5 points en fait. Hein. Donc un point sur la fameuse, entre guillemets, remontada, un point sur le travail du dimanche, un point sur la prime aux volontaires, un point sur les primes d'été et un point sur Valadeo. Donc, on va commencer par la remontada. Donc, le point de départ en fait de cette remontée, c'est la perte de chiffre d'affaires pendant la période du Covid, qui se monte à 750 millions d'euros. Donc ça, c'est ce qu'on a perdu pendant la période d'inactivité. Donc, le principe de la remontada est très simple. Ces 750 millions, on va les mettre en base 100. Ça veut dire qu'un point égale 7 500 000 euros. Et l'idée, c'est que si on atteint les 100 points, donc les 750 millions d'euros, on arrivera au même chiffre que l'année dernière, ce qui serait une performance quand même assez exceptionnelle. Cette remontada a commencé le 11 mai. Au jour d'aujourd'hui, donc avec la journée d'hier, nous avons remonté 35 points. Ce qui veut dire que depuis le 11 mai, nous avons rattrapé 262 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, est-ce que c'est un effet en fait de retour dû au confinement qui s'est arrêté? Est-ce que c'est un transfert de budget des vacances vers le bricolage, vers l'aménagement de la maison? Ça, il n'y a que en fait la prolongation de l'été qui va nous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même une progression relativement constante. Donc, il y a de quoi être optimiste et surtout, il y a de quoi être assez fier de nous parce que les équipes sont quand même assez bousculées dans les rayons et dans les entrepôts.
pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que les équipes sont pas forcément toutes complètes. Ensuite, qu'il y a un taux de visite dans les magasins qui est quand même relativement important. Que malheureusement, il y a encore pas mal de ruptures parce que bah, certaines entreprises ont repris une activité de production et du coup bah, nous livrent un petit peu au goutte à goutte. On ne sait pas si certaines entreprises vont survivre en fait à la reprise parce qu'il va falloir qu'ils payent les salaires s'il y a vu qu'il n'y a plus de chômage économique. Donc voilà, toutes ces questions font qu'on a dans les magasins une certaine tension, une certaine charge de travail, une très grosse charge de travail même, qui fait que c'est pas forcément évident pour tout le monde. D'autant plus que énormément de magasins, énormément de rayons font des records, alors que ces records étaient en place depuis des fois 7-8 ans. Et là, boum, ça explose. Donc dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais que par contre, il y a une vraie, il y a un sacré boulot qui est abattu par les équipes en magasin. Donc voilà, le chiffre à retenir, c'est que entre le 11 mai et le 18 juin, on a rattrapé 262 millions d'euros, ce qui est quand même assez gigantesque. J'en viens maintenant au point 2, parce que pour moi, il est vraiment dans la conséquence de ça, dans ce qui a été abordé dans le CSE central, c'est le travail du dimanche. Alors, le travail du dimanche, là on se base sur un accord avec la branche qui autorise et qui peut autoriser de manière permanente les magasins à ouvrir le dimanche. Alors, cette ouverture du dimanche, pourquoi? En fait, la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Vu que le chiffre se fait, et se fait plus que bien, pourquoi rajouter un dimanche? C'est la question qui a été posée en CSE central par un de nos adhérents, titulaire, donc membre titulaire du CSE central. Vous savez que quand il y a une consultation dans un CSE ou dans un CSE central, on va donner des documents préparatoires pour pouvoir donner un avis par rapport à ça. La question qui a été posée, c'est est-ce que vous avez une idée du chiffre d'affaires supérieur que l'on peut faire le dimanche? Ça peut être, est-ce que il y a un prévisionnel donc de chiffre d'affaires qui a été fait? Est-ce qu'il y a des horaires qui ont été bâtis en fonction de tel ou tel magasin? Est-ce qu'il y a des embauches qui ont été prévues? Voilà, toutes ces questions-là sont restées sans réponse. On ouvre le dimanche en fonction de chaque magasin. Ce qui veut dire que la seule chose vers laquelle on va, c'est une course effrénée aux chiffres, mais ça va pas forcément amener un chiffre supplémentaire, ça peut éventuellement le lisser sur la semaine, mais n'oublions pas que pendant cette semaine-là en question, les personnes qui travailleront le dimanche seront absentes une journée de plus en semaine. Donc est-ce que les effectifs vont être augmentés? Pas de réponse. Donc ça veut dire que déjà que les conditions sont vraiment difficiles par rapport au monde, par rapport aux équipes restreintes, là elles seront encore plus restreintes. Donc l'opportunité d'ouvrir le dimanche est vraiment discutable à notre sens. Nous, chez FO, on a pris la position et on a vraiment la conviction qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Et encore une fois, là je tiens vraiment à préciser, nous sommes contre le travail du dimanche, mais nous ne sommes pas contre les gens qui travaillent le dimanche. Alors je vais m'expliquer. Pour nous, la vraie question, c'est la revalorisation des salaires. Parce que les personnes qui ont des tout petits salaires et qui sont obligées d'aller travailler le dimanche pour récupérer ce qu'elles ont perdu pendant la période du Covid, pour récupérer ce qu'elles vont perdre sur la prime d'été, on y reviendra tout à l'heure, à ce moment-là, on ne peut pas leur en vouloir. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils n'aient pas forcément besoin de travailler le dimanche pour avoir un salaire décent, en faisant une revalorisation salariale. Et Dieu sait si on a vu l'importance de ces personnes-là, de ces, entre guillemets, petits salaires, qui ne sont en aucun cas des petites gens, bien au contraire, mais qui se retrouvent, je pense notamment aux services clients, je pense notamment à toute l'équipe logistique, qui, dans les échelles de salaire Leroy Merlin, se retrouvent à des niveaux plus bas que les autres, sans aucune justification à notre sens. Le directeur général Thomas Bourret a insisté sur le fait que le volontariat devait être choisi et non subi. Bon,
Je laisse à chacun l'interprétation de ça. On sait très bien qu'il y a des pressions qui peuvent être faites par les managers dans les équipes, par les directeurs dans les comités de direction. Donc, par contre, voilà, il n'y a pas d'obligation à travailler le dimanche. Donc, si vous avez besoin de temps pour souffler, si vous avez besoin de temps pour voir votre famille, ben, vous dites non, ça s'arrête là. Et c'est pas parce qu'un service est dépouillé que vous devez vous sentir obligé d'y aller. On peut aussi, dans mon magasin, personnellement, c'est déjà arrivé qu'il y ait un service qui soit fermé ou un rayon qui soit fermé pendant une ouverture dominicale parce que il n'y avait pas de personne qui était volontaire pour le faire. La décision d'ouvrir le dimanche va appartenir au directeur d'établissement. Selon les bassins économiques, il y a des opportunités de le faire et d'autres fois non. Il y a des fois où les dimanches sont pas forcément des jours de gros chiffres. Il y a des fois où les jours fériés sont beaucoup plus apporteurs de chiffres que le dimanche. Donc là, il y a on va dire un arbitrage qui sera fait par les directeurs de magasins et évidemment par vous, parce que vous serez ou pas présent donc en ouverture de ces dimanches. Voilà pour le point du travail du dimanche. Maintenant, on va parler de la prime qui a été donnée aux personnes qui se sont portées volontaires pour travailler, enfin, qui se sont portées volontaires et qui ont travaillé pendant la période de confinement. Donc cette période, elle s'étale entre le 16 mars et le 10 mai pour les magasins et entre le 16 mars et le 26 avril pour les entrepôts. Donc l'entreprise, de manière unilatérale, a décidé de donner une prime aux personnes qui travaillaient dans les magasins et dans les entrepôts pendant cette période-là. Alors, elle se compose comment, cette prime? Si tu as travaillé entre 5 et 10 jours pendant la période, tu as droit à 250 € de prime. Si tu as travaillé plus de 5 jours, tu as droit à 500 € de prime. Se rajoute à ça un jour de congé payé offert par tranche de 5 jours travaillés, soit l'équivalent d'une semaine. Donc, là où on peut s'interroger, c'est sur le fait qu'il y ait eu beaucoup de représentants du personnel qui se sont déplacés en magasin pour vérifier que tout allait bien, pour suivre en fait toutes les mesures de sécurité qui pouvaient être faites dans les magasins pendant cette période-là. Cela ne font pas partie de la population éligible à la prime. Donc là, bon, je pense que c'est pas une bonne chose. Ça a été soulevé pendant le CSE central, ce à quoi nous a répondu, je cite le texte, il faut mettre un cadre, on ne peut pas payer tous les salariés de l'entreprise. Bon, libre à eux de considérer ce qu'est un cadre, mais c'est un petit peu gênant. D'autre part, il y a des personnes qui se sont portées volontaires mais qui n'ont pas été appelées parce que les équipes étaient complètes et que dans beaucoup de magasins ou d'entrepôts, on préférait ne pas renouveler les équipes pour éviter d'avoir à faire de la reformation sur la sécurité. Donc c'est un petit peu gênant parce que c'est des personnes qui auraient aimé travailler, qui n'ont pas pu travailler et qui en plus n'ont pas la prime. Se rajoute à ça, bien évidemment, les personnes qui avaient des enfants dont ils devaient s'occuper, avec aucune possibilité par les parents, par exemple, de garder leurs enfants pendant qu'eux allaient au travail. Et je pense aussi notamment à beaucoup de familles monoparentales qui, eux, étaient vraiment coincés et qui se retrouvent dans une situation difficile et en plus pénalisés par le fait qu'ils n'aient pas accès à cette prime-là. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le côté un petit peu, on va dire, deux poids, deux mesures, c'est que les personnes qui ont travaillé, et je les salue, il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun souci avec ça, fallait y aller, hein, et c'était pas forcément évident, mais selon les structures, et au tout début, ces personnes elles travaillaient par exemple 5 heures par jour. Donc ça faisait une semaine à 25 heures. Or, cette semaine-là était payée 35 et était valorisée 35. Donc il y a déjà un côté remerciement qui a été donné. On en donne un autre, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en dessous du salaire médian français chez Leroy Merlin. On n'y pense pas beaucoup et on n'y pense pas assez pour nous.
Donc voilà, alors après, cerise sur le gâteau, cette prime s'appelle prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, comme la prime gilet jaune d'il y a un an. Donc dans la mesure où elle est sélective, j'ai un petit peu du mal à considérer que ce nom soit bien choisi. Ensuite, concernant la prime d'été, alors ça on avait parlé dans notre dernier live, ben, la prime d'été, elle est au prorata du temps de présence. Donc il y a un délai de 15 jours qui est appliqué, de franchise, ce qu'on appelle. Donc si je vais prendre un chiffre simple, comme ça vous pourrez le reporter à votre situation. Les 15 premiers jours de mars, je n'ai pas été au travail. Le mois de avril entier, je n'ai pas été au travail. Donc ça fait un mois et demi, on enlève 15 jours, reste un mois d'absence. La prime étant calculée sur 6 mois, eh bien, il y a 20% qui s'en vont, donc l'équivalent du mois d'avril. Donc la prime sera touchée à hauteur de 80%. Voilà pour la prime d'été. Alors, en ce qui concerne de grosses interrogations, c'est sur Valadeo. Alors, la communication qui a été faite sur Valadeo est la suivante. La nouvelle valeur de part sera annoncée à partir du 9 juillet après-midi. Donc, le site Essalia sera fermé du 8 juillet au matin au 10 juillet à midi. Les demandes de déblocage seront possibles sur le site Essalia à partir du 10 juillet après-midi pour un versement sur vos comptes entre le 22 et le 24 juillet, avec une valeur au 17 juillet. Le 13 juillet, la nouvelle valeur de part définitive sera mise à jour sur Essalia en date du 10, donc là, au moment où elle est annoncée. Donc, pour les collaborateurs qui sont déjà chez Valadeo, qui sont déjà actionnaires, il y a ce qu'on appelle l'arbitrage. Donc l'arbitrage, c'est quoi? C'est de dire, au lieu d'être sur Valadeo, donc qui est un support, on va dire, qui peut être risqué, parce qu'il peut monter comme descendre, on ne sait pas ce qui nous attend le 10 juillet, je préfère le mettre sur un autre support qui, lui, est beaucoup plus sécurisé, mais beaucoup moins rémunérateur. Pour exemple, on peut passer de 15% par exemple, ou 10% l'année dernière sur la revalorisation de la part. Là, on va rester bloqué sur un 2, 2,5. Par contre, on est sûr de les toucher. Mais en même temps, si on annonce un résultat négatif avec une valeur de part qui baisse, ben, quand on est sur un autre support, on n'est pas concerné par ça non plus. Donc là, c'est vraiment un choix personnel d'investissement familial. Donc si par contre, vous souhaitez, vous ne répondez pas à la question de savoir la prime, est-ce que je la mets sur Valaction ou si je la mets sur Valprogrès, automatiquement, alors je revérifie la date pour pas vous dire de bêtises, au 31 juillet, ça passera obligatoirement sur le Valprogrès dans Valadeo, c'est-à-dire le support à risque. Donc si vous devez, vous préférez mettre votre prime dans un support beaucoup moins risqué, surtout répondez il y a un formulaire pour ça, pour dire je ne veux pas qu'il aille sur un support à risque, je préfère un support qui rémunère moins, certes, mais qui est plus sûr. Pour les collaborateurs qui ont demandé des prêts de secours suite au blocage Valadeo. Donc les réponses aux demandes de prêts sont en cours et devraient être finalisées fin de semaine. Donc à l'heure où je vous parle, ça devrait être fait. Ceux qui ont demandé un prêt de secours et qui veulent faire une demande de déblocage complémentaire pour un motif identique à celui de la demande, ils auront jusqu'au 31 août pour le faire sur le site Essalia de la Société Générale. Voilà donc les nouvelles concernant essentiellement du capital, hein, parce que c'est à part le travail du dimanche, c'est surtout des éléments chiffrés que je vous donne. Ce sont des éléments qui sont quand même vraiment à tenir en compte parce qu'ils sont tout frais et surtout ils modifient les informations qu'on avait. Alors, sauf catastrophe, les plannings que je viens de vous donner par rapport aux dates ne devraient pas bouger. Si c'était le cas, évidemment, on en serait informé et je vous en informerai. Pour résumer, sachez quand même que tout ce qui a été
donné comme chiffre au niveau de la remontada, etc., rentre dans le calcul de la nouvelle valeur de part. Hein. La valeur de part, elle est basée sur une étude qui comprend l'année dernière, cette année, donc projection à fin d'année, et projection sur l'année prochaine. Donc la remontée, alors là je fais vraiment de l'hypothétique, hein, mais je souhaite vraiment fermement que la remontée spectaculaire qui est en train de s'opérer puisse être un élément positif dans le calcul de la nouvelle valeur de part. Alors, je vais maintenant passer aux questions qui m'ont été posées. Si le CSE vote en majorité contre l'ouverture du dimanche, le DM peut tout de même le mettre en place. Donc la question c'est ça. Donc oui, le directeur de magasin, comme l'entreprise avec le CSE central, hein. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si je l'ai fait, mais je reviens dessus quand même. Lors du vote de consultation sur le travail du dimanche, au CSE central, il y a eu 4 voix pour l'ouverture, 11 contre et une abstention. Donc il y a quand même une écrasante majorité du CSE central qui était contre. Ce qui n'empêche pas l'entreprise de dire, ben, on a votre avis, nous, notre obligation, c'est de vous consulter, c'est pas forcément de vous écouter, malheureusement, donc on va quand même ouvrir. Et ce schéma-là se reproduit à l'échelle d'un magasin, c'est-à-dire que si le CSE vote contre, donne un avis défavorable, le directeur peut quand même décider d'ouvrir. Donc oui, on peut tout de même le mettre en place. Si on sent que ce dernier, donc le directeur, ne veut pas trop, mais qu'il a la pression de sa hiérarchie, comment peut-on l'appuyer? Ben, c'est simple, hein, il suffit qu'il n'y ait pas de volontaire. Hein. S'il n'y a pas de volontaire, il n'y a pas d'ouverture. C'est aussi simple que ça. Donc question de Michel, est-ce que le directeur de magasin doit être présent au magasin le dimanche? euh, Oui. Enfin, moi, je dirais que oui. Enfin, à un moment donné, quand on pousse pour aller sur une ouverture, c'est un petit peu bien de se montrer, ne serait-ce que de se montrer, parce que quand on dit allez bosser, mais moi je vais ailleurs, la crédibilité est quand même pas forcément très importante, et du coup, bah, l'image est pas bonne non plus. Donc, mais par contre, il n'a pas d'obligation. Hein. Il n'a aucune obligation, comme vous verrez qu'il n'y a pas forcément non plus beaucoup de CS qui sont présents les dimanches ou même les jours fériés quand il y a des ouvertures. Si le directeur n'est pas présent le dimanche, pourquoi? Ben voilà, pour ces raisons-là. Un, parce qu'il n'est pas obligé, et deux, après, ben, il y a aussi une notion d'investissement personnel par rapport à ça. Est-ce qu'il se sent on va dire, l'envie d'aller un peu soutenir ses troupes le dimanche dans un magasin? Il me semble que oui, mais bon, voilà. C'est là, il n'y a pas en aucun cas une obligation par rapport à ça. Alors, j'ai une autre question. Hop. En cette fin de mois de juin, certains salariés ont eu leur planning en fonction des jours d'école. Or, à partir de lundi, l'école redevient obligatoire. Est-ce que le salarié peut rester sur les horaires en ne tenant pas compte de la reprise de l'école? Non. Non, parce que là, en fait, c'est comment dire, la possibilité de rester chez soi jusqu'à fin juin était conditionnée au fait que l'école ne pouvait pas recevoir les enfants ou ne pouvait pas en recevoir suffisamment. De ce fait, soit elle restait fermée, soit elle faisait un roulement. Ce qui fait que des parents se sont retrouvés avec un enfant scolarisé, je vais dire n'importe quoi, le lundi et le jeudi. Et du coup, les autres jours, ben, ils bénéficiaient du chômage partiel. Alors là, il y a un vrai flou par rapport à ça, parce que donc les écoles sont censées ouvrir le 22 juin, annonce présidentielle. Par contre, quand on entend des recteurs d'académie, des directeurs d'école ou des maires qui disent oui, mais nous on nous dit la distance sociale, mais si on ne peut pas respecter la distance sociale, comment on fait? Est-ce qu'on doit recevoir tout le monde? La réponse qu'ils ont souvent, c'est ben démerdez-vous quoi. Donc la distance, elle est valable que s'il y a la distance. S'il n'y a pas la distance, ben, on la respecte pas et on fout des masques à tout le monde, sauf pour les petits, parce qu'en dessous de 6 ans, il ne faut pas en porter. Donc il y a un vrai flou hein, par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où votre école est apte à recevoir votre enfant, vous n'êtes plus éligible
au chômage partiel, même si ça a été programmé, parce que ça a été programmé en fonction d'une fermeture. Donc s'il y a changement, c'est un petit peu comme quand le matin, vous avez un décret d'application ou une directive ministérielle qui va à l'encontre de ce qui était établi, parce que situation de crise sanitaire qui fait que à partir de maintenant, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. Voilà. Donc le planning que vous avez reçu ne fait pas foi concernant votre présence ou non en magasin. Voilà à peu près tout pour l'instant. Je vérifie si j'ai d'autres questions. A priori, non. Pourquoi? Non, ça c'est bon. Hein. Non, c'est à peu près tout. Alors, pour l'instant, ce que je vous demande, c'est l'état d'urgence sanitaire n'est pas levé. Donc on aura plus de questions après le 22, parce qu'a priori le 22 il y aurait une annonce supplémentaire, mais soyez quand même extrêmement encore vigilants sur les distances de sécurité, sur le port du masque, sur la présence de gel hydroalcoolique. N'hésitez pas à le réclamer, à l'exiger, parce que pour l'instant, ça fait encore partie des choses que nous devons avoir à notre disposition. Là, c'est la question de protection de tout à chacun. On n'a pas pu avoir, malheureusement, le port du masque obligatoire pour les clients. Voilà, moi hier soir, j'étais dans un magasin, c'était... si t'as pas de masque, tu rentres pas. Et personne ne s'en est offusqué. J'ai pas vu des gens râler parce que il fallait le masque, non, ils le mettaient. Voilà, quand on prend le métro, on met son masque, quand on prend le bus, on met son masque. Donc bon, c'est ça malheureusement qui est voilà, on l'a réclamé, on ne l'a pas eu. J'ai une autre question. Les personnes à risque vont-elles être appelées ou restent-elles au chômage partiel? Alors là, pareil, il y a un vrai flou par rapport à ça. Donc là, ça se passe par deux étapes. La première, c'est votre médecin traitant qui, lui, est apte à attester soit que vous êtes un personnel à risque, soit que vous êtes en présence, votre conjoint, votre femme, votre mari, un parent ou un enfant en personne à risque, qui va certifier ça et qui va vous donner un certificat. Ce certificat, selon les cas, doit passer aussi par une visite à la médecine du travail qui peut donner son avis favorable par rapport au fait que vous restiez à la maison. Mais là, encore une fois, hein, on attendait beaucoup de précisions sur le discours du président. Mis à part que les écoles ouvrent et qu'il n'y a pas que les terrasses qui ouvrent pour les bars-restaurants de Paris, il y a quand même un énorme flou qui a été laissé. Donc on est systématiquement obligé d'aller chercher, poser des questions, et on a des réponses qui sont, selon les endroits, relativement floues, quoi. Notamment au niveau des écoles. Moi j'entends, ne serait-ce qu'à la radio, à la télé, des directeurs d'établissement qui disent moi j'ouvrirai pas, point, ou je ouvrirai que en respectant les conditions strictes, mais je ne peux pas me contenter de si vous n'arrivez pas à loger tout le monde avec 1 mètre de distance, vous adaptez. L'adaptation responsable, c'est de dire je ne peux pas maintenir cette distance, donc je ne peux pas recevoir la totalité des élèves. Mais là, encore une fois, certains vont le faire, d'autres non. Donc ça va être un petit peu au cas par cas par rapport à l'établissement scolaire de votre enfant. Voilà, je pense que j'ai répondu pour le moment à toutes vos questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas par rapport au Facebook Leroy Merlin, FO Leroy Merlin, de les poser. On y répondra, bien sûr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès qu'on a vraiment un nouveau. Alors, pas un nouveau CSEC parce qu'il est prévu pour assez loin, mais je pense qu'il va y avoir quand même des nouveautés par rapport à l'état d'urgence sanitaire, à ce qui va se passer en magasin. Donc là, à ce moment-là, je reviendrai vers vous par rapport à ça, normalement après le 22 juin, parce qu'on attend une annonce
pareil, présidentielle. Alors, je ne sais pas si elle sera présidentielle ou ministérielle, ça on le verra. Mais dès que j'ai du nouveau, ben, je reviens vers vous. Attends, parce que là, j'ai une... Alors, les compteurs négatifs. On est presque au bout d'avoir une vraie réponse. On a sollicité un avocat par rapport à ça. On a ensuite ressollicité le siège par rapport à la réponse de l'avocat, qui lui ne comprend pas pourquoi on peut avoir des compteurs qui deviennent de plus en plus petits en écart contingent pendant la période de suspension du contrat de travail parce que l'entreprise considère qu'elle applique l'accord ARTT qui dit que ben, c'est le programmé qui compte. Donc pour l'instant on est un petit peu en bise-bise avec ça. On a reçu un embryon de réponse de la direction mais qui ne veut rien dire parce que systématiquement, pardon, systématiquement on est renvoyé sur vous avez été payé 35 heures, ce qui est le cas, mais bon c'est pas vous avez été payé, c'est l'État a payé 35 heures déjà, c'est la première chose. Voilà, nous nous interrogeons sur le fait que l'État puisse payer 35 heures et que ben, l'entreprise n'en donne que 25 en disant ben, tu m'en dois 10. Ça veut dire que les 10 heures qu'on va faire en supplémentaire parce que pendant le confinement était programmé en semaine basse par exemple, ben, c'est l'État qui les a payés. Donc moi ça me choque un petit peu par rapport à ça. Ça nous choque beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a sollicité l'avocat. On va solliciter aussi notre fédération par rapport à ça. Et j'espère vous apporter une réponse beaucoup plus précise que celle que on nous a donnée, qui renvoie systématiquement au « vous avez été payé 35 heures » et sans aller dans le détail sur le reste. Je sais que dans certains magasins, ça a été présenté comme un bug au niveau de tactique. Alors là, j'ai un peu du mal à le croire, parce que ben, dans d'autres magasins, on dit « mais non, t'étais programmé 28 heures, donc il te manque 7 heures pour faire une semaine complète. » Alors que pendant ce temps-là, on était hors contrat de travail, puisque contrat de travail suspendu, et rémunéré par l'État. Donc ça, dès que j'ai un élément précis, applicable, parce que je veux vraiment vous donner l'information de façon extrêmement précise et rationnelle et officielle, c'est pour ça que j'attends des précisions et que dès qu'on a du nouveau par rapport à ça, on pourra revenir vers vous avec plus de faits et les démarches à suivre par rapport à ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ben encore une fois, n'hésitez pas à liker la page, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à poser des questions sur le site Facebook et on prendra grand soin de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.